Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Made. Dans cette vidéo, on va parler de l'arnaque de la culture africaine, de comment est-ce qu'on se sert de la culture africaine sans les Africains pour générer un circuit économique important, en occultant la réflexion derrière la culture africaine, en occultant la science et même la philosophie qui sous-tendent les œuvres africaines. On prendra le soin d'explorer les circuits économiques intra-africains et extra-africains et on essaiera de voir comment à partir de là on pourrait nous-mêmes se réapproprier ces œuvres et générer nos propres circuits économiques à partir d'elles. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter la vidéo. Ça soutient notre travail et nous, ça nous fait très plaisir. Sans plus tarder, on va passer directement à la vidéo. Bon visionnage. Alors, avant de commencer à parler de l'art et de la culture africaine, on prendra d'abord le soin de préciser c'est quoi la culture pour les êtres humains. Comment les êtres humains se la représentent-ils? Comment ça varie d'une société à l'autre? Cette vidéo aura un fort penchant philosophique, mais vu qu'on est sur Made, on prendra évidemment le temps d'évaluer les circuits économiques ainsi que financiers derrière ces formidables œuvres de l'esprit. On parlera dans cette vidéo d'histoire, d'humanité classique africaine et même de cosmogonie. Mais on parlera également de finance, d'assurance, de circuit économique et même de positionnement géopolitique. Bref, un très vaste programme nous attend. Alors la culture, c'est quoi? Certains la décriraient comme le condensé d'une intelligence collective qui s'est formalisée dans le temps. Un peuple vivant ces réalités finit à terme par définir un ensemble de comportements permettant sa survie et sa reproduction sur le plan matériel, spirituel ou philosophique. Si on parle de ce principe-là, il n'est pas possible d'avoir une culture qui soit universelle, car chaque peuple se définit à travers ses expériences de vie. Beaucoup de ces expériences sont fondées sur son milieu de vie, son rapport à la nature, et la compréhension et la représentation qu'il se fait du divin. Autrement dit, si un peuple est issu du désert, il aura un autre rapport au monde qu'un peuple qui vient de milieux glacés. Si ce peuple du désert déploie son esprit pour mettre sur pied des œuvres, il le fera toujours relativement à ses connaissances. Et donc il est fort possible que son art représente le milieu duquel il est issu. L'Afrique ne fait pas exception à cette règle. Mieux encore, l'Afrique en tant que berceau de l'humanité, était pionnière, est même le lieu où cette règle est la plus manifeste. Les premières sciences et expériences scientifiques étaient africaines. Et les premiers questionnements sur le divin également. Pour comprendre l'art et la culture africaine, il faut se placer dans la position d'un peuple vivant dans un milieu naturel africain et désireux d'appréhender le monde malgré sa complexité, sans aucun apport de l'extérieur. Un peuple comme celui-là, n'ayant pas de livre saint pour repère, devra définir lui-même ce qu'il estime être une manifestation du divin. Il devra confronter cette vision à des millénaires d'histoire et à terme poser les bases de ce qui représenterait sa théologie. Arrivé à un certain niveau, il devra concilier son savoir matériel à son savoir spirituel pour bâtir des structures sociales comme des cités qui seront basées sur des règles écrites ou pas, permettant la survie dans le temps de ce peuple sur les plans matériels, spirituels ou philosophiques. Globalement, avant que le monde ne se transforme en village planétaire, c'est ce que l'on sera en droit d'attendre d'une civilisation. Le marqueur qui accompagne cette évolution, c'est la production d'œuvres de l'esprit qui survivent aux hommes avec le temps. On trouvera là-dedans des peintures, des sculptures, des danses, des chants ou des représentations de toute autre nature que ce peuple trouve pour manifester son intelligence collective. Dans un contexte comme celui-là, on ne peut décrypter réellement le savoir d'un peuple qu'en ayant les clés de lecture qui ont permis à celui-ci de produire une œuvre de l'esprit. Et la rencontre entre les peuples devrait être un moment d'échange culturel, visant à consolider ou améliorer la vision de chaque peuple sur le monde.
Cet idéal est celui de Cheikh Anta Diop, savant et scientifique sénégalais, père des humanités classiques africaines, et considérait que les peuples du monde devraient se respecter et apprendre chacun de la culture de l'autre, dans le cadre d'une rencontre qu'il appelait le carrefour civilisationnel. Malheureusement, à la théorie s'oppose la réalité de la pratique des relations humaines. La cupidité, l'envie et même la jalousie sont autant de facteurs qui n'entrent pas en compte dans ce type de raisonnement. L'homme est complexe. Et s'il y a bien quelque chose dans lequel il excelle, c'est bien de se faire la guerre. L'histoire en est pavée et l'Afrique n'y a pas échappé. Au cours des 11 derniers siècles, l'Afrique n'a pas cessé de faire face à la cupidité de l'homme. Pour des besoins économiques, des envahisseurs de toute nature n'ont pas hésité à vendre, tuer ou exploiter des Africains, leur enlevant leur statut de peuple premier et même celui d'être humain. En effet, la cupidité n'étant pas socialement acceptée comme raison pour un tel désastre, il fallait ajouter à celui-ci une justification morale, philosophique et même théologique. L'Africain est maudit. Il n'est réductible qu'à un bien meuble. Et toute théorie provenant de celui-ci ne peut être d'aucune valeur. Le nègre n'est qu'émotion. Il n'est pas en capacité de penser. C'est ainsi que pendant l'esclavage, et un peu plus tard pendant la colonisation, des trésors culturels représentant la mémoire de certains peuples ont été arrachés, volés et détruits. Bon nombre d'entre eux ont été transportés dans le monde et ont fait office de curiosité artistique. On y voyait des formes étranges, sans fondement intellectuel, manifestant l'animalité de peuples primitifs. Un contraste total avec l'art occidental, majoritairement basé sur le réel. Malheureusement, cet art, bien qu'incompris, était porteur d'une vraie puissance pour ceux qui le voyaient. Et l'impact civilisationnel qu'il a eu est allé beaucoup plus loin que ce qui était prévu. Avant de parler des revenus importants ici de la culture africaine, on va commencer par parler de l'impact de celle-ci dans les cultures des peuples occidentaux. Et pour ce faire, on parlera de l'exposition coloniale de Paris en 1931. Cette exposition a eu un retentissement global dans le monde de l'art et de la culture. Les chiffres sont faramineux. On parle de plus d'une trentaine de millions de billets vendus, plus de 9 millions de visiteurs et plus de 110 hectares dédiés à la mise en valeur de la colonisation. Un gigantesque espace représentant des temples et même des villages tout entiers, avec leur lot de tapis, de sculptures et autres éléments culturels. Mais également, des hommes, des femmes et même des enfants ont été enlevés aux colonies et exposés comme des œuvres d'art dans des zoos coloniaux humains. L'objectif de cette vaste exposition était de présenter des preuves soutenant le discours de la nécessité de la mission civilisatrice. Ici, on ne présentait pas l'Afrique et l'Asie comme des civilisations, mais plutôt comme des peuples indigènes, habitant dans un décor considéré comme primitif, avec un réel besoin d'accéder à la civilisation. Ce gigantesque étalage culturel a eu un impact fort sur l'art et la culture occidentale, car pour la première fois, beaucoup d'Occidentaux découvraient une nouvelle manière de vivre, une autre culture évoluant suivant ses propres canaux. Pour bien le contextualiser, il faut dire qu'à cette époque, les téléphones et autres objets créant des liens entre les peuples n'existaient pas, et dont le choc culturel face à des cultures présentées comme primitives est brutal. Malgré les descriptifs de cette exposition faisant état de peuples primitifs, il n'en est pas moins que la non-conformité de cet art au réel a bouleversé la vision très fermée sur l'existant des peuples et artistes occidentaux. De nouveaux courants de pensée artistique comme le cubisme de Pablo Picasso ou encore les œuvres de Jacques Ruhlmann ou encore Auguste Perret le montrent.
Des témoignages comme celui du philosophe et anthropologue Claude Lévi-Strauss disant « L'exposition coloniale fut pour moi et ma génération une révélation. Nous avons compris que l'humanité ne se résumait pas à l'Europe. » Ou encore des témoignages de l'architecte Le Cornier disant « L'Afrique est une leçon d'architecture. Le dépouillement, la vérité des formes, montre son retentissement. » Derrière cette fascination apparente devant les œuvres africaines se cache une réalité beaucoup plus cynique. Les œuvres africaines et asiatiques, dans le cadre de cette exposition, ne sont appréciées que pour leur beauté visuelle. On n'y prête aucune intelligence, on les considère que comme des éléments historiques représentant la façon de faire des peuples primitifs. Derrière les formes, les motifs et même l'agencement des éléments ne se trouve aucune conception. Il n'y a là qu'une superposition esthétique d'un autre genre. En même temps, dire autre chose aurait été totalement incohérent, étant donné que le but de la manœuvre était de montrer la nécessité de civiliser les peuples primitifs. Comment aurait-on justifié le massacre de la colonisation et de l'esclavage passé si les peuples à qui on voulait apporter la civilisation s'avéraient déjà être civilisés? On verra par la suite comment cette vision de l'art africain a créé un vaste circuit économique qui est encore très rentable aujourd'hui. On verra comment le modèle français, généralisé par l'exposition de 1931, s'est répandu partout dans le monde au grand détriment de la pensée africaine. On précisera tout de même, pour être totalement complet, que tout le monde n'était pas d'accord avec cette instrumentalisation des peuples africains. Le Parti communiste français s'est insurgé contre cela et a même essayé de contrer la manœuvre en organisant simultanément à cette exposition une exposition similaire ayant pour objectif de dire non à la colonisation. Malheureusement, l'engouement n'était pas du tout le même, car si le Parti communiste a tout de même réussi à réunir 5000 personnes, ce n'était absolument en rien comparable aux 9 millions de personnes venues pour célébrer la colonisation. Après l'exposition de 1931, l'art africain a été catégorisé. On y voit une sorte de morceau d'histoire représentant un peuple primitif. Ceux qui le détiennent sont en réalité des gardiens d'une époque révolue. Lorsqu'on le contemple, on y voit des traces d'un passé lointain, qui n'a de valeur que parce qu'il est un élément de l'histoire. Sa valeur intellectuelle étant généralement occultée, il n'est nul besoin d'explorer ses sources, les écrits ou la pensée du peuple qui l'a engendré. Il n'est d'ailleurs même pas nécessaire d'explorer les œuvres contemporaines venant de cette source, vu que le seul morceau d'histoire qu'il représente est le moment présent. C'est une vue de l'esprit qui, s'étant généralisée dans le monde, a participé à la quasi-mise en captivité de l'art africain, qui n'a de sens que lorsqu'il est exposé en dehors de l'Afrique. Les artistes devant assurer leur reproduction matérielle et les infrastructures y aidant également, ont même suivi le jeu, faisant ainsi des capitales occidentales le centre culturel de l'Afrique. Bon, revenons à l'aspect financier. De nombreux circuits financiers existent autour de l'art africain, et certains, trop peu connus, vont réellement vous surprendre. Commençons d'abord par le secteur le plus souvent évoqué, celui des musées. Il représente une manne financière incroyable, en plus de nombreux revenus issus des produits et services dérivés. En ce qui concerne les budgets, on est sur des chiffres vertigineux. Le musée du Louvre, par exemple, à Paris, c'est un budget annuel de 250 millions d'euros, dont certes, une partie est financée par la France, mais une autre est issue des recettes des visites de ce musée. Pour ce qui est du musée du Quai Branly, qui est un musée qui détiendra entre 70 000 et 80 000 œuvres africaines dans de nombreuses collections privées, on est sur des budgets annuels de près de 80 millions d'euros. Pour le British Museum, qui détient énormément d'œuvres africaines issues des anciennes colonies britanniques, dont le Nigeria,
on est sur 200 millions de pounds. Et pour les musées américains comme le Metropolitan Museum, on est carrément sur plusieurs milliards de dollars. On rajoute à cela la vaste économie autour des hôtels, billets d'avion, restaurants et autres infrastructures à proximité et on retrouve un réel boost économique. Si on veut être complet, on dira que la présence d'un musée, surtout si celui-ci se donne une vocation universelle, est un vrai tremplin pour l'immobilier aux alentours. Une fois qu'on a évoqué ces circuits économiques autour des musées, on va s'intéresser un peu plus aux maisons de vente aux enchères. En la matière, la référence du secteur en ce qui concerne les œuvres africaines n'est nulle autre que la maison Sotheby's, qui a été rachetée par le milliardaire franco-israélien Patrice Drahi en 2019. Elle a notamment procédé à la vente des statues du peuple Fan qui se trouvent entre le Cameroun et le Gabon pour plusieurs millions de dollars chacune. En 2021, elle a même réussi à vendre l'une d'elles pour 24 millions d'euros. A French couple in a skirmish with an art gallery over an African mask. They let it go for $158. The auction house turned around and sold it for $4.4 million. Now the couple's suing. It's a 19th century mask from the African country of Gabon, used at weddings and funerals. But experts say the sale is most notable for how it has revealed that rich people have more money than taste. After it sold, the dealer apparently offered the couple €300,000, but they declined. Apparently, the husband got it from his grandfather, who was a colonial governor in Africa. Yikes. The gallery owner claims they didn't know what they had, but a lot of people with different opinions about what you should do with this, what moral obligation they had, if any, if none. But interesting that they offered them $300,000. The couple said no, and now they're going to sue. But I think a lot of people similar to you, Vera, said, why? They sold it. They sold it. If they weren't educated enough to know what they were signing, then that's boo-hoo on them. I think you just give it back to the people where it came from. Give it back. That's what I say. Yeah. I mean, $4.4 million. Boo-hoo. Boo-hoo. Sour grapes. Did you buy that mask? How much Did you buy that mask, Vera? $158? Give it back How to much the you bring it people. in? They deserve it. Yeah. Dans ce secteur, elle est accompagnée par des maisons d'art comme la maison Bonhams au Royaume-Uni ou encore la très prestigieuse maison Christie's du milliardaire François Pinault. Nous avons également des galeries d'art comme la galerie Cécile Fakouri ou Magnin A et des collectionneurs privés qui sont assez généralement des capitaines d'industrie comme le propriétaire du prestigieux groupe LVMH Bernard Arnault, le milliardaire franco-italien Jean Pigozzi ou encore le très discret milliardaire nigérian Aliko Dangote. En plus des sommes folles générées par ces œuvres d'art, on note également un capital culturel qu'elles confèrent à leurs détenteurs. Les hommes d'affaires, les multinationales et même les États, tous en raffolent. Car il s'agit d'un réel instrument de soft power. Quiconque les détient avec lui une partie de l'histoire de l'humanité. Un tel prestige ne saurait être que très difficilement comptabilisé financièrement. Dans le cas des États, c'est encore plus important car aujourd'hui, les œuvres d'art africaines servent de monnaie géopolitique. Les tractations y sont souvent liées, comme entre la France et le Bénin, ou encore le Nigeria et le Royaume-Uni. Ce trône royal, ses statues et ses portes sacrées sont exposés au musée du Quai Branly à Paris depuis des années. Pourtant, ces trésors du royaume du Dahomey n'appartiennent pas à la France, mais au Bénin. Des biens culturels pillés pendant la colonisation en Afrique et réclamés depuis juillet 2016 par Cotonou. Lundi, le président français a reçu à l'Élysée son homologue béninois et comme il s'y était engagé à Ouagadougou l'an dernier, Emmanuel Macron a promis de les restituer. Dans un tout autre registre, mais non moins important, les œuvres africaines sont utilisées comme des actifs financiers, pouvant assez souvent jouer le rôle de réserve de valeur. Ce point est très important et on prendra le soin de le développer un peu mieux pour le comprendre. Avant de commencer, on doit éclaircir quelques thèmes qui assez souvent prêtent à confusion. L'argent, le prix et la valeur. Dans le langage commun, on les considère quasiment comme étant la même chose. Et c'est encore plus le cas en Afrique francophone, où étant donné que la monnaie est à parité fixe avec l'euro, les changements ne dépendent pas beaucoup de nous.
Si ça vous intéresse d'ailleurs, faites-le nous savoir en commentaire et on prendra le temps de faire une vidéo là-dessus. Pour le moment, on le simplifiera en disant que la monnaie, c'est l'instrument de paiement, la valeur, c'est l'utilité de la ressource au moment donné, et le prix est l'évaluation financière que l'on se fait de cette ressource-là. En d'autres termes, si vous possédez $1 million dans les années 80, vous pourriez acquérir beaucoup plus d'actifs qu'aujourd'hui avec le même million. Car entre-temps, avec l'inflation, qui on le rappelle n'est qu'une perte de valeur de la monnaie, vous avez perdu en termes de pouvoir d'achat. Et ça se manifeste par une augmentation de prix. Cette notion étant connue, il est important de diversifier ses actifs pour ne pas rester en cash, de peur qu'ils ne perdent de la valeur. Cette diversification peut se faire à travers l'achat d'actions, d'obligations, mais également à travers des ressources précieuses et rares. L'exemple le plus souvent pris, c'est le vin, les montres, les voitures de collection et surtout l'art africain. On prendra pour exemple un des masques Fan qui avait été estimé et vendu d'ailleurs à 300 000 € dans les années 80 et qui par la suite a été revendu quelques décennies plus tard pour 24 millions d'euros, soit une plus-value de l'actif de plus de 7000%. Certains vont même encore plus loin en utilisant leur collection d'œuvres d'art africaines comme actifs qu'ils mettent en garantie pour pouvoir lever d'importantes ressources financières qu'ils investissent dans des projets immobiliers ou industriels importants. En bref, il y a de nombreux circuits économiques qui sont couverts par l'art africain. Comme dans tous les circuits économiques, ce qui a de l'importance, c'est la perception et non pas la réalité. Le positionnement de l'art africain comme une partie de l'histoire alimente un vaste schéma économique et les revenus qui y sont affiliés dépendent très directement de la sacralité historique qu'on lui confère. La vulgarisation de cet art sera un danger plus qu'important pour ces circuits économiques et l'émergence d'un marché africain de l'art serait un véritable changement de l'ordre établi. On ne serait pas honnête si on ne disait pas que cette réalité n'est pas propre qu'à l'art africain. Elle est généralisée à l'art dans sa globalité, mais la particularité du continent africain est que contrairement aux autres continents, ce ne sont pas les Africains qui détiennent les bénéfices de leurs œuvres historiques, mais plutôt ceux-là qui les ont dérobées et vendues hier. Cette réalité prive l'Afrique d'un vaste circuit économique qui lui est dû et empêche, sauf volonté occidentale, l'inclusion et l'émergence de nouveaux objets d'art contemporains. En d'autres termes, les chants, les danses et les œuvres africaines sont intéressantes si elles continuent d'entretenir le mythe derrière l'art africain, mais si jamais on leur prête un savoir particulier, ils impacteraient négativement les circuits économiques existants. Pour essayer de terminer cette vidéo sur une note positive, on dira tout de même que de nombreuses initiatives africaines existent à diverses échelles pour promouvoir la culture africaine à travers ses œuvres. On prendra quelques exemples, qu'ils soient publics ou privés, pour le matérialiser. On ne passera pas toutes les initiatives en revue, mais on essaiera de mettre en avant celles qui nous ont paru les plus intéressantes, sur le plan culturel, financier ou sur le plan entrepreneurial. On essaiera également de se diversifier au maximum en termes de pays pour ne pas centrer l'ensemble des perspectives autour d'un ou de deux pays. Bien évidemment, l'espace commentaire est là si vous voulez y ajouter des institutions qui pour vous méritent d'être mentionnées. On sera un plaisir de débattre avec vous. On va commencer par la fondation Oyasaf au Nigeria, qui est une fondation privée facilitant la recherche, l'exposition et l'éducation des œuvres africaines sur le marché local et international. Elle est à l'origine du premier musée universitaire au Nigeria, œuvrant sur la recherche autour de l'art africain. Ce qui rend cette initiative intéressante, c'est qu'elle permet de ramener l'art africain au centre de son corpus intellectuel. Il ne s'agit pas seulement de belles œuvres, mais beaucoup plus de concentrer de l'intelligence d'une civilisation présentée sous forme d'œuvres. La mise en avant de cette complexité est d'autant plus importante qu'elle permet à travers ces œuvres
de faire la promotion de l'histoire culturelle et surtout scientifique africaine. Et si on doit rester sur le plan purement économique, un marché de l'art africain se créant autour de ce nouveau descriptif aurait beaucoup plus de valeur, de façon immédiate et sur le long terme en étant structuré de cette façon. Elle effectue également des publications scientifiques, des catalogues, des documentaires, encourageant le dialogue avec les communautés locales pour la promotion de leur art. Dans un tout autre registre, nous avons des initiatives tech comme Anka, anciennement connu sous son nom Africrea, de Moulay Tabouré, opérant comme plateforme de e-commerce pour les artisans et artistes africains, ou encore Creative Auction de Priscilla Azonibar, lancé depuis janvier 2022 pour des artistes à mi-carrière, facilitant la vente sur le plan local et international. Il y a de nombreuses entreprises tech africaines œuvrant dans le domaine de la commercialisation de l'art africain. Si cela vous intéresse, faites-le nous savoir en commentaire et on vous fera un top 5. Bien que ce soit non exhaustif, on terminera avec le secteur du tourisme culturel, qui lui aussi s'articule essentiellement autour des créations et musées africains, comme c'est le cas au Bénin ou encore au Sénégal. Des institutions comme le Musée des civilisations noires de Dakar, par exemple, attirent des visiteurs tant sur le plan national que sur le plan international, donnant ainsi un boost au tourisme local ainsi qu'au secteur immobilier aux alentours. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo et on espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous on a pris beaucoup de plaisir à la monter. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à plus tard pour de nouvelles vidéos autour de la tech et des économies africaines.